nous allons aborder la question des services publics comme alternative. La crise sanitaire, ça a été précisé, répété à plusieurs reprises, déjà a montré, a accentué encore la prise de conscience du rôle indispensable des services publics dans nos vies et dans nos sociétés. Elle a aussi montré les conséquences catastrophiques de leur transformation néolibérale qui vise à faire prévaloir les logiques de concurrence et les intérêts du marché, logiques qui conduisent donc à mettre en avant l'impératif de rentabilité, à marchandiser les services publics, à transformer leur mode de gestion et à les privatiser. Ce qui n'est pas très compatible avec une approche en termes de satisfaction des besoins de tous les êtres humains. Alors que si les services publics comme alternative, ça serait de concrétiser ce qu'on pourrait développer comme vraiment un concept commun de services publics qui aurait plusieurs composantes. Les services publics, ce sont des activités absolument indispensables à la vie en société et à la réponse aux besoins fondamentaux des êtres humains, et même on pourrait bien dire qui permettent de concrétiser des droits fondamentaux. Ils doivent donc être accessibles à tous, et pour pouvoir favoriser l'égalité, et pour qu'ils puissent être accessibles à tous, ça implique une intervention des pouvoirs publics sous l'angle de l'organisation, sous l'angle du financement, pour que les missions et finalités puissent être réellement mises en pratique. Donc là, on va s'aborder principalement deux secteurs fondamentaux, deux dimensions fondamentales des services publics, la question de l'éducation et des systèmes de santé, dont on a montré l'urgence de faire en sorte qu'ils puissent satisfaire les finalités et missions assignées. Voilà. Donc, pour discuter de ces sujets, trois intervenants que je présenterai au fur et à mesure, et je vais d'abord donner la parole au docteur Félix Hatchalé, donc médecin et spécialiste de santé publique et d'éthique médicale, qui travaille sur les questions d'équité et de justice sociale dans les systèmes de santé et qui est membre du collectif Afrique du Parti communiste français et qui va nous aborder les questions du financement, de l'accès, des politiques de médicaments. Merci Félix. Merci Louise. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir et un honneur pour moi de participer à ce deuxième panel, pardon, pour parler des services publics et en particulier pour parler de santé. Je le fais d'autant plus avec de joie et d'honneur que je suis à côté d'un maître de la faculté de médecine de Dakar. Je veux nommer le professeur Abdoul Khan. Et aussi parce que je suis à côté de mon camarade et ami Oumar Dia, syndicaliste, qui se bat beaucoup sur le front de l'enseignement supérieur. Et aussi, tu sais, c'est toujours un plaisir pour moi d'être à tes côtés. Que pouvons-nous dire à propos de... on ne peut pas commencer le propos sur la santé sans évoquer, bien évidemment, la pandémie dans laquelle nous sommes. La pandémie de Covid-19, tout à l'heure, Sambassi évoquait un aspect particulier qui est l'aspect de l'hécatombe, de la catastrophe sanitaire qui était promise à l'Afrique, mais qui, pour le moment, n'a pas lieu. Touchons du bois que cela continue comme ça. Même si on peut noter que les vagues successives sont de plus en plus meurtrières. Donc, ce qu'il faut dire qu'il faut garder que ce soit une paix armée par rapport à la pandémie. En retour, la pandémie, on sait qu'elle a eu elle a été catastrophique d'un point de vue socio-économique, notamment en 2020, pour la première fois, la zone Afrique a été en récession depuis 20 ans. 20 ans, 25 ans même. Et donc, ça a été une catastrophe pour beaucoup de secteurs, notamment le secteur touristique. Les gens ont perdu des emplois dans le secteur dit informel. Et donc, cette situation
a montré aussi quelque chose de particulier, c'est la défiance qu'il peut avoir vis-à-vis du discours scientifique, en même temps que parallèlement, on subit ce qu'on pourrait appeler un apartheid vaccinal, puisque les grandes puissances ont fait préemption sur les doses de vaccins. Elles travaillent dans l'optique, par exemple, qu'elles devraient donner à leur population peut-être une 10e dose de rappel, donc ce qui fait qu'elles font que racheter. Et malheureusement, les vaccins ne sont pas toujours accessibles dans les pays en développement, et notamment en Afrique. En même temps, je parlais tantôt de la défiance, qui est telle que il y a des pans entiers de la société qui ne veulent pas entendre parler de la vaccination parce qu'ils ont peur. Et ça, c'est une question très importante pour les pouvoirs publics, savoir comment amener les gens à se vacciner, d'autant plus que les politiques vaccinales ont permis des progrès extraordinaires en ce qui concerne la santé en Afrique. Cela me permet de faire une transition sur l'état des lieux de la santé sur le continent africain. Il faut savoir qu'il y a 60 ans, un peu plus de 60 ans, l'espérance de vie en Afrique était de à peu près de 37 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 60 ans. Sur une cohorte de 1000 enfants qui naissaient, à peine le 20% atteignaient l'âge de 5 ans. Et aujourd'hui, ce progrès a été obtenu grâce notamment à l'amélioration des statistiques sur la mortalité infanto-juvénile et parce qu'on a mis le paquet à partir des années 90 sur cela, aujourd'hui nous en payons le fruit. Il est très souvent, il est fréquent quand on parle de l'Afrique de voir plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. L'Afrique actuellement, on peut considérer qu'elle est quelque part aussi victime du succès d'un certain nombre de politiques volontaristes qui ont été mises en place dès les indépendances. Dès les indépendances, pour les pères des indépendances, ceux qui ont conduit les pays africains à l'indépendance, le développement consistait à apporter un certain nombre de services de base aux populations. Ça a été l'école, ça a été les dispensaires et notamment les politiques vaccinales. Elles ont permis de diminuer cette mortalité infantile et aujourd'hui, le fruit qui résulte de tout cela, c'est une forte croissance démographique que l'on peut constater. L'université dans laquelle nous sommes, il y a une trentaine d'années, il y avait 20 000 étudiants. Aujourd'hui, c'est multiplié par 4. Il y a plus de 80 000 étudiants, si je ne me trompe. Voilà. Donc, c'est pour dire, et en plus de ça, il y a une offre qui existe dans le privé, dans le public, etc., qui n'arrive pas à satisfaire les besoins des populations. D'autre part, le progrès démographique, la croissance démographique qui arrive, va avoir d'autres conséquences, notamment on va voir arriver des cohortes de seniors parce que l'avenir de la jeunesse aussi, c'est la vieillesse. Bien évidemment, d'un point de vue démographique, les plus de 65 ans seront toujours minoritaires, ils représenteront 3 à 5% de la population, mais comparé à la masse de la population, ça se comptera en centaines de millions de personnes. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est que dans le même contexte où nous sommes dans des sociétés de plus en plus urbanisées, avec le corollaire qui est aussi un certain individualisme, il va falloir réfléchir à la manière de prendre en charge les seniors en question. Donc ça, c'est un des défis qui se profile à l'horizon. Et bien évidemment, ce qui se passe aussi, c'est que nous sommes
en face de ce qu'on pourrait appeler la transition épidémiologique, la transition sanitaire dans nos pays, alors que de par le passé, les gens mouraient surtout de maladies transmissibles, de maladies infectieuses, de plus en plus, avec l'augmentation de l'espérance de vie, avec l'amélioration des conditions de vie, notamment l'accès à l'eau potable, tout ce qui concerne les évacuations d'eau usée, tout cela permet aujourd'hui d'éviter un certain nombre de maladies infectieuses, de maladies transmissibles. Donc, de plus en plus aussi, le fait que les gens habitent les villes, le fait que les comportements alimentaires changent, et aussi le fait qu'ils soient dans des secteurs d'activité font que, par exemple, les gens se déplacent un peu moins. Et donc, on a ce qu'on appelle des maladies de type civilisationnel, donc, c'est-à-dire le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et tout ce genre de maladies. Et la conséquence en est que déjà en 2010, 40% de la mortalité des adultes étaient en Afrique liés à des maladies non transmissibles, notamment les accidents vasculaires cérébraux et aussi les traumatismes, bien évidemment. Et dans les années à venir, il y aura une inversion de la tendance. Donc, pour le moment, l'Afrique a un certain double fardeau de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les maladies infectieuses, les maladies ce qu'on pourrait appeler les maladies d'un autre temps, que l'on retrouve toujours, et d'autre part, nous avons les nouvelles maladies que l'on pourrait appeler les maladies de la modernité. Et donc, cela met en tension les systèmes de santé, parce que prendre en charge un cancer, prendre en charge une maladie cardiovasculaire, cela coûte cher, et cela suppose un investissement dans le système hospitalier. Et des fois, cet investissement n'a pas suivi parce que pendant des années, il y a eu des programmes d'ajustement structurel. Ces programmes d'ajustement structurel ont opéré des coupes sombres dans les budgets. Donc, ce qui fait que ce sont des situations extrêmement compliquées dans les hôpitaux publics. Le professeur Abdou-Khan probablement en parlera. Et donc, ce sont des situations particulières. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne les maladies infectieuses les plus fréquentes, le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, etc., il y a eu au cours des années 90 un certain nombre de programmes qui ont permis de diminuer ce qu'on appelle dans le jargon médical leur morbidité et leur mortalité. On a permis, par exemple, l'augmentation de l'espérance de vie des personnes porteuses du virus du VIH grâce aux trithérapies, parce que ça a été un grand moment de solidarité internationale qui a permis que ces médicaments soient à disposition des gens. Mais ce qui reste caractéristique de nos systèmes de santé, ce sont les inégalités sociales et les inégalités géographiques qui se recoupent des fois et qui aussi sont liées à un certain nombre de considérations, notamment le fait que les femmes soient scolarisées ou pas, ça a un impact important sur la mortalité des enfants. Plus elles sont dans le système, elles sont restées dans le système éducatif, plus les chances de survie de leurs enfants sont importantes. D'où, par exemple, l'avantage comparatif qu'il y a à permettre que l'investissement dans l'éducation, parce que ça a des externalités d'un point de vue de la santé. Il me reste peu de temps. Je pense, qu'est-ce que je pourrais dire pour finir? Voilà, pour finir, je vais évoquer très rapidement les politiques de financement des systèmes de santé depuis les indépendances. Dans un premier temps,
comme je le disais au début, l'idée des pères fondateurs, des indépendants, c'était que le développement, c'est la route, c'est l'éducation, c'est la santé. Donc, ce sont des choses qui étaient offertes assez gratuitement, mais très rapidement, avec le choc pétrolier de 1973, l'endettement était devenu extrêmement cher et les structures ont été de moins en moins financées. Et pour pouvoir les revigorer, après la conférence d'Alma-Ata, on a pensé à la stratégie des soins de santé primaire à travers ce qu'on appelle l'initiative de Bamako, qui, d'un point de vue de l'efficience du système, a été une bonne chose, a quand même posé des problèmes en ce qui concerne les inégalités d'accès parce que il faut payer quelque chose, il faut payer un ticket modérateur et des fois, c'est un motif d'exclusion pour les gens qui sont en incapacité de regrouper les ressources pour cela. Donc, ensuite, nous sommes passés rapidement pour ça, pour dire que nous sommes à un niveau maintenant où de plus en plus, après les politiques néolibérales, qui ont montré qu'il était extrêmement dangereux de ne pas assurer un certain minimum assurantiel, l'OCDE et tous ces organismes, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, ont décidé d'investir dans ce qu'on pourrait appeler des mécanismes de couverture médicale. Mais bien évidemment, ce n'est pas suffisant parce que la logique qui les sous-tend reste une logique néolibérale. Nous, ce que nous préconisons, notamment dans les milieux de gauche, le collectif Afrique du Parti communiste français, le groupe de travail Afrique du Parti de la gauche européenne, ce que nous préconisons, c'est que tous ces systèmes-là soient financés par l'impôt et que cela soit quelque chose d'universel. Il faut en finir avec la marchandisation de la santé et considérer, comme le disait tantôt, je pense Alain, que tout cela fait partie des biens publics mondiaux et qu'il faut préserver tout cela. Voilà. Merci. Merci Félix. C'est vrai que tu nous montres donc l'importance des mécanismes de sécurité sociale et aussi ce que je note, c'est les investissements pour faire une politique de santé. Il y a beaucoup de choses, parce que l'idéal, c'est de ne pas être malade au départ. Et donc, les questions d'eau, d'assainissement et de scolarisation jouent des rôles importants, ce qui montre aussi l'interdépendance entre l'ensemble des services publics pour pouvoir mener chacun les types de missions. Et maintenant, je vais passer la parole au docteur Abouklan, cardiologue, professeur des universités, président de la Société sénégalaise de cardiologie et chef du service de cardiologie. Vous êtes auteur de plusieurs livres portant sur la cardiologie et les systèmes de soins en Afrique. Le maître mot, c'est que la santé, c'est de la politique, puisque la finalité d'une politique de santé, c'est faire le meilleur usage de l'ensemble des ressources disponibles pour toute la population, où qu'elle soit, qu'elle ait accès à des soins de santé de qualité. Autrement dit, nous devons promouvoir une couverture sanitaire universelle. Là, s'il vous plaît. Et vous voyez que finalement, les déterminants de la santé, c'est bien plus que la réalité biomédicale. Ce sont des conditions socio-économiques, c'est des facteurs environnementaux, c'est quelque chose de bien plus systémique que cela. La suivante. Et donc, la santé, c'est un projet holistique et finalement, c'est aussi un projet complexe. C'est prendre en charge des nouveau-nés, des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes. C'est aussi aborder plusieurs problématiques. C'est la problématique handicap, pauvreté. Donc, je parlais des nombreuses problématiques et vous voyez, je souligne là les défis environnementaux émergents, mais qui vont sûrement nous poursuivre, hein, on l'a dit. Il y aura Covid, hélas, il y aura d'autres défis sanitaires puisque nous avons tellement déstructuré notre système, nos écosystèmes, que pour le demi-siècle à venir, on est à peu près sûr que, hélas, le pire peut être à venir. Et c'est aussi des exigences accrues, c'est aussi des aspirations de tous, des populations, mais également des professionnels de santé. Mais c'est aussi, bien sûr, une approche sectorielle et d'une pluralité des intervenants. C'est une prise en compte de l'ensemble des déterminants. Ça va de la génétique
aux habitudes de vie, la question des relations sociales, c'est l'accès aux soins. Et finalement, c'est ce que moi j'ai l'habitude de dire, qui ne suis pas vraiment militant de parti politique. Quand je vois le programme d'un parti politique en santé, je vois à peu près ce qu'on attend d'eux. Donc la réponse aux questions de santé n'est pas que médicale, loin s'en faut. Elle est avant tout sociétale et politique. Et la politique, disait quelqu'un, c'est de la médecine en grand. Et la pandémie nous le rappelle d'ailleurs. Finalement, on a bien vu que Covid, mais pas que Covid, c'est une petite dimension biomédicale, où d'ailleurs nous avons été largement débordés, et une grande dimension sociétale et politique. Ce n'est pas si imprévisible que ça, la pandémie à Covid. Imaginez, par exemple, que nous ayons eu en 2009 une grippe A1H1N1. Nous avons eu un virus qui était plus létal de loin que le SARS-CoV qui nous hante tant. Imaginons simplement qu'il ait pu être aussi contagieux. C'était l'hécatombe, bien plus que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas de la science-fiction. Je rappelle qu'il y a un siècle exactement, la grippe espagnole, c'était 50 millions de morts. Et que, hélas, Ebola et les autres, c'est toujours la même chose. C'est une dimension écosystémique que malheureusement, nous n'avons pas su anticiper. Et ce, d'autant plus que nous sommes dans un monde de plus en plus interconnecté, nous l'avons également oublié. Nous avons posé des barrières, mais qui sont des barrières fictives, comme on l'a dit. Et donc, rien n'est finalement si imprévisible, me semble-t-il. Eh bien, nous avons aussi fait évoluer les microbes. Et la santé des hommes est liée à la santé de notre environnement, à la santé des animaux avec qui nous vivons dans le même écosystème. Or, nous avons détruit nos écosystèmes, nous avons favorisé la survenue de zoonoses, nous avons créé une promiscuité parce que nous voulons aussi, bien sûr, faire de l'élevage intensif, nous voulons faire de la rentabilité. Et donc, évidemment, le monde est viral, au propre comme au figuré, et interconnecté, et il n'y a plus rien à faire. Un microbe qui naît en Chine, au Japon, ou quelque part dans un pays africain, va faire le tour du monde, qu'on le veuille ou pas. Et donc, c'est juste pour rappeler que, oui, le virus est partout, et d'ailleurs, ça aussi, nous avons su l'apprendre, les médecins, chacun pensant que ce virus est son virus parce que ça s'attaque à son organe, et nous n'avons pas su créer la transversalité nécessaire. Or, le SARS-CoV s'attaque à tout. Et de la même manière que le SARS-CoV est une maladie systémique au sens biomédical du terme, elle est systémique au sens politique et sociétal du terme. Et pour revenir à la réalité africaine, oui, quand on parle de l'Afrique, on dit c'est le continent du palu, du sida, de la tuberculose, de la mortalité maternelle et infantile, et elle a raison de le penser. Mais malheureusement, l'Afrique ne fait pas que ça. Parce que disait quelqu'un, l'histoire des épidémies, de toutes les épidémies, c'est l'histoire du bouleversement de la culture humaine. Et la culture africaine a énormément évolué. Nous avons changé, nous ne sommes plus à gauche, nous sommes là désormais. Et je rappelle que rien que la pollution est comptable de 20 à 30% de la mortalité liée au cœur et au cancer. Et évidemment, nous en sommes là. C'est juste dire que penser que dans un demi-siècle ou un siècle, on va faire reculer les cancers et les maladies cardiovasculaires, c'est tout simplement une gageure. Et donc en Afrique, je crois que vous avez dit la transition, je pense que, hélas, nous sommes plus dans une double charge. Nous sommes leaders dans ces maladies de la pauvreté, entre guillemets, mais en réalité, la cause principale de décès aujourd'hui dans un pays comme le Sénégal, ce sont bien les maladies cardiovasculaires et les cancers. Autrement dit, nous sommes là, à la croisée des chemins, mais une croisée des chemins si longue. Et voilà donc les défis, me semble-t-il, des systèmes de santé. C'est la question de la gouvernance, des ressources humaines, des médicaments, des prestations de services, de la question du financement. Mais hélas, les ressources humaines sont insuffisantes. Je passe très vite sur cette diapositive qui concerne un peu la réalité sénégalaise. Le Sénégal n'est pas le pays le moins bien loti, mais il y a bien sûr beaucoup de choses insuffisantes. Vous voyez, 76% ont un service d'accueil des urgences, mais on a 7% des services d'urgence au Sénégal qui répondent aux normes minimalistes. C'est ça la réalité africaine. Répartition inégale des infrastructures, nous le savons. Ces infrastructures, quoi qu'on en dise, sous-équipées. La maintenance est pauvre et en vérité, et c'est ça aussi l'un des grands problèmes de l'Afrique aujourd'hui, aucune spécialité, ça c'est le spécialiste biomédical qui le dit, ni en cardiologie, ni en cancérologie, ni en aucune spécialité dans aucun des pays africains que je connais, on est optimal. Autrement dit, on veut éviter des évacuations sanitaires, mais malheureusement les plus riches vont devoir aller se soigner ailleurs parce qu'ils n'ont pas suffisamment investi dans la santé de leur pays.
Donc la question de la souveraineté, quoi qu'on en dise, ce sera une question qui va continuer à exister. Nous connaissons tous nos limites par rapport à l'industrie du médicament, par exemple. Et donc là, je cite simplement certaines spécialités, je passe très vite. Pour vous rappeler, par exemple, que 96% des adultes et 95% des enfants qui auront une maladie rénale chronique sur ce continent vont décéder, parce qu'on ne peut pas les dialyser. Je rappelle simplement que dans quasi aucune des spécialités majeures, nous n'avons encore une fois sur l'ensemble de nos territoires le minimum requis pour les prendre en charge. Et quelqu'un le disait, malheureusement, l'Afrique est un peu à la dérive. C'est aussi une réalité. Ce n'est pas dans le misérabilisme que je parle. Nous sommes assez fiers de ce que nous faisons. Je pense même que nous faisons beaucoup de miracles et de très bonnes choses. Mais hélas, nous en sommes là. Prenez par exemple le cas de la chirurgie cardiaque. Nous avons un centre de chirurgie cardiaque pour 20 000 habitants dans les pays riches. Nous sommes à moins d'un centre pour 50 millions d'habitants au Sénégal. Pour dire les choses simplement, le cardiologue que je suis sait que 90% des enfants et des adolescents qui sont malades du cœur ne survivront pas aux 20-30 ans parce qu'ils ne seront pas opérés. Et ils ne sont pas opérés, ils ne pourront pas survivre à cela. Et c'est ça la réalité sénégalaise. Et je rappelle que le Sénégal est bien sûr assez en avance sur beaucoup de pays africains. Puisqu'il y a des centres, il y a des pays qui n'ont absolument pas du tout de centre par rapport à ça. Ce n'est pas un luxe. C'est juste ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la médecine du XXIe siècle. Et je pense qu'on a tardé à le comprendre. Et vous voyez à Kinshasa, 12 millions d'habitants, une cinquantaine de respirateurs. Donc, c'est pour dire simplement qu'il y a probablement un monde d'après à dessiner. On parle beaucoup du monde d'après. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on ait été assez sage pour y penser. C'est déjà décloisonner, avoir une vision plus holistique, être plus rationnel dans nos approches. Et la politique doit être guidée par les évidences scientifiques et factuelles, ce qui ne me semble pas avoir été le cas souvent. Et quand on veut avoir une politique, il faut interpeller toutes les sciences, la science biomédicale. Et moi, j'aime à rappeler, tout en étant médecin, que la conscience de la biomédecine, c'est les sciences humaines et sociales, c'est l'idéologie qui doit la gouverner. Je pense que ceci est fondamental. Hélas, c'est une réalité africaine. Voilà où nous en sommes. J'ai eu la chance d'avoir vécu l'hôpital public avant la politique d'ajustement structurel. Ce n'était pas du top. Mais je savais que le paysan, avec son certificat d'indigence, je le soigne et il s'en va. Aujourd'hui, il y a une ligne rouge qui est tracée par l'argent et l'entre-gens qui va avec. Vous n'avez pas l'argent, vous allez mourir aux portes de nos hôpitaux. Je pense que ce n'est pas de la fiction, tout le monde sait de quoi je parle. Donc voilà l'hôpital, un groupe peu attractif, avec des structures d'accueil qui posent problème. Voilà une étude qui montre que, bon, on en est là, hélas, agression verbale, question de l'accueil, parfois même violence physique, parce que, hélas, nous n'avons pas été formés à l'éthique. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure des consciences qu'il faut créer dans nos écoles, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos syndicats et nos partis politiques. J'avais essayé, dans un petit recueil de nouvelles, de rappeler un peu ces réalités. La bourse pour la liberté, c'était simplement pour dire qu'aujourd'hui, et ça aussi, je le dis sans pouvoir être contredit, je ne connais pas un endroit dans nos pays où vous êtes privé de liberté en toute, on va dire, légalité, si j'ose dire, qui ne soit l'hôpital public. Vous ne payez pas vos frais d'hospitalisation, vous ne sortez pas de l'hôpital. Vous êtes détenu pendant une semaine, 2 semaines, le temps que vous ayez rassemblé l'argent. Et c'est une réalité africaine. Et je trouve ça terrible parce que je ne crois pas qu'on puisse seulement avoir une idéologie qui sous-tende promouvoir la solidarité, si ça c'est accepté. J'entends quelqu'un murmurer même les cadavres. J'ai écrit l'épilogue, la trêve funéraire n'a pas eu lieu. Ils n'avaient pas eu du respect pour ma vie, ils n'ont eu aucun égard à moi. C'était le recueil de nouvelles que j'avais écrit pour conclure à, oui, vous le savez aussi, si vous avez un cadavre dans nos hôpitaux, tant qu'on n'a pas fini de payer, vous ne pouvez pas aller procéder aux funérailles. C'est une réalité de nos politiques, hélas, néolibérales. Et donc, voilà, un hôpital pour pauvres, mais que les pauvres redoutent terriblement. La preuve, 58% des ménages vulnérables attendent 1 mois avec leur mal avant de recourir à l'hôpital. Les pauvres ont 2 fois moins de recours à l'hôpital public. Et j'en passe, vous pouvez voir un peu ces statistiques, puisque je crois qu'il me reste pas plus de 3 minutes, Madame la Présidente. Donc, des vœux et un contexte, c'est juste pour dire que le programme d'ajustement structurel a entraîné un désengagement de l'État des secteurs peu rentables sur injonction des bailleurs, l'école, la santé, et on pense à l'économique, au profit rapide, au détriment du social et à l'attention aux autres. Et bien sûr, on dédaigne l'investissement social. Et il me semble fondamental, donc, pour dessiner le monde d'après, c'est revenir aux fondamentaux. Et le fondamental, c'est quelle est la question idéologique qui sous-tend ce que nous voulons.
de quelles ambitions effectives, de quelle excellence, de pratiques et d'institutions devons-nous être porteurs? À quel bien vise la médecine? Comment et jusqu'où pouvons-nous assumer nos volontés de justice et d'équité dans la répartition de ce bien que constitue la santé? C'est à cela qu'il faut répondre. Et la réponse doit nous amener à ceci. La politique de santé, c'est un peu la mesure de la civilisation d'un peuple. Si on continue à avoir ce vécu-là qui est notre politique de santé, je ne comprends pas très bien qu'on puisse dire que nous avons une civilisation vertueuse. Donc, il nous faut répondre à ça et promouvoir certaines valeurs, identifier les problèmes grâce à un diagnostic exhaustif, identifier le double piège de l'angélisme et de la rentabilité à tout prix, et il faut assurer des soins de qualité pour tous, anticiper sur les crises à venir. Il faut développer l'écueil, l'écoute, mais ce n'est pas du marketing, c'est simplement cela qui fonde notre humanité. Et voilà, comprendre également qu'il n'y aura pas des surhommes parce qu'ils ont été élus qui vont pouvoir nous transcender les choses. Il faut que les communautés et les citoyens s'approprient cette réalité et s'approprient. C'est cela la vraie démocratie, nous semble-t-il. Et puis, bien sûr, il faut une cohérence dans notre système de santé et notre pyramide sanitaire, une politique harmonisée au sein d'un district avec des communautés qui s'approprient, des professionnels de santé et puis bottom-up, c'est-à-dire que les dirigeants, en écoutant ce que disent leur peuple, appliquent ce qui doit être fait pour le bien de leur peuple. Bien sûr, c'est de faire de la prévention, certes, comme on a fait, peut-être bien, mais assurer des soins de qualité. Il ne faut pas que l'Afrique aujourd'hui reste dans le misérabilisme de dire que ces soins-là nous sont inaccessibles. C'est inacceptable parce que, encore une fois, vous avez 60 ans, vous devez avoir une pile au cœur, c'est une ligne rouge, on vous met une pile, vous êtes sauvé pour la vie. On ne vous la met pas, vous êtes mort le lendemain. C'est inacceptable qu'on puisse dire qu'un Africain n'a pas droit à ça. Il faut faire de la recherche et de l'innovation. Il faut assurer une formation de qualité. Il faut le ramener à la communauté. Je vais passer très vite pour conclure sur une minute. C'est corriger les inégalités, c'est utiliser des outils innovants, c'est assurer une recherche opérationnelle. C'est aussi, je pense, arrêter cette verticalité des programmes où vous avez autant d'argent sur une maladie, un programme avec toute une infrastructure de beaux véhicules, etc. Alors que, encore une fois, la santé holistique, elle doit être intégrée. C'est assurer le renforcement du financement, c'est permettre qu'il y ait et des ressources humaines, compétences, des infrastructures, mais également des médicaments. Et bien sûr, la crise nous le rappelle. Donc, pour finir, c'est simplement rappeler la santé autrement. Développement durable, santé comme un projet humain, une responsabilité des communautés en sachant que la finalité est la seule, c'est assurer des soins de qualité accessibles à tous. Et quelqu'un le rappelait également, il n'y a que 2 causes de décès. On a bien compris. Il y a la cause pathologique. On a longtemps voulu nous faire croire que vous, les super médecins, vous réglez la question pathologique et la question est réglée. Mais la vraie cause n'est pas que pathologique, elle est politique. Et donc, c'est nos politiques de santé qui vont déterminer l'essentiel. Ça veut dire qu'il faut une vision, un leadership, une éthique de nous soignants, des administrateurs et évidemment des politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, vous nous avez bien montré les fortes inégalités sociales et territoriales qui existent et qui donc vont à l'encontre du fait que le droit à la santé serait accessible à toutes et tous. Et c'est intéressant votre analyse en termes de projet holistique qui montre vraiment toutes les dimensions, bien évidemment financières et d'investissement dans les infrastructures, mais aussi des dimensions politiques, sociales, économiques, écologiques, sociétales et démocratiques. C'est très complet, merci beaucoup. Et vous avez aussi montré l'importance des sciences sociales et humaines, et donc à la fin de l'université et de la recherche, ce qui me permet de faire une transition vers Oumar Dia, qui est secrétaire général du Sud-Est pour l'enseignement supérieur, docteur en philosophie. Il enseigne la philosophie critique, l'idéalisme allemand, la philosophie de la diversité dans cette université. Et tu es l'auteur d'une quinzaine de publications sur ces différents sujets. Je te passe la parole sur le système universitaire et la recherche. Merci beaucoup, Luz. Je me réjouis de partager ce panel avec le camarade X Archadé. On connaît son engagement pour la justice sociale, pour le progrès, pour des services publics de qualité et pour tout le monde, mais également le professeur Abdul Khan, qui est un cardiologue émérite dans ce pays, qui est
très respecté dans cette université et très respecté par le syndicat que je dirige dans l'enseignement supérieur et la recherche, le Sud-Est enseignement supérieur et recherche. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à collaborer parce que nous étions confrontés à un problème très sérieux à l'université. C'était le problème de la prise en charge médicale des travailleurs de cette université, des enseignants et des personnels de support. C'était l'accès à la santé pour ces personnels-là. Le professeur Abdul Khan avait fait preuve d'un très grand leadership, de beaucoup de bonne volonté et de beaucoup d'intelligence pour mettre en place la polyclinique de l'Institut de prévoyance médico-sociale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et évidemment, sous son impulsion, cette polyclinique s'est développée très vite. Les enseignants ont eu accès aux soins ainsi que les autres travailleurs. Mais apparemment, structurellement, dans ce pays-là, on ne veut pas de ce type d'initiative-là et l'initiative a été tout simplement plombée. Il n'y est plus et pour être honnête, la structure ne marche plus. Nous le regrettons et nous sommes très désolés de cette situation-là. Pendant la crise, le Sud-Est avait même organisé une conférence de presse pour apporter son soutien au professeur Abdul Khan. Je parle en ma qualité de syndicaliste, de secrétaire général national de l'entité enseignement supérieur et recherche du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal. Pour notre syndicat, l'école et l'université sont des services publics que les pouvoirs publics doivent aux populations de ce pays, doivent à la jeunesse de ce pays, doivent aux enfants de ce pays. Il appartient donc au pouvoir public, au gouvernement, de prendre toutes les mesures pour que ces services publics-là, l'école et l'université, soient accessibles à tous les enfants de ce pays, soient accessibles à la jeunesse de ce pays. De toute façon, il y va venir de ce pays. Après la deuxième alternance politique au Sénégal en 2012, il faut reconnaître que le président de la République, Macky Sall, avait pris des mesures hardies qui étaient basées sur le constat d'une crise structurelle de l'école et de l'université dans ce pays. D'ailleurs, dès 2013, le gouvernement du Sénégal avait organisé avec la participation des partenaires sociaux dont le Sud-Est, le gouvernement avait organisé la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur d'abord, CNAES, et ensuite les assises sur l'éducation qui concernaient les autres ordres d'enseignement, à savoir l'enseignement préscolaire, élémentaire, l'enseignement moyen et l'enseignement secondaire. Voilà comment le gouvernement avait procédé. Notre syndicat avait trouvé que cette façon de procéder n'était pas la bonne, ce n'était pas cohérent. Le système éducatif étant articulé, on aurait dû commencer par les assises de l'éducation qui concernaient l'enseignement préscolaire, l'enseignement élémentaire, l'enseignement moyen secondaire, avant d'avoir la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Mais qu'à cela ne tienne, notre syndicat avait participé à la fois à la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur CNAES et aux assises sur l'éducation, et notre syndicat avait, malgré quelques réserves, adhéré à l'essentiel des conclusions de la CNAES et des conclusions des assises sur l'éducation. Dans ma présentation, je vais avoir une démarche inverse à celle du gouvernement. Le gouvernement avait d'abord organisé la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et ensuite les assises sur l'éducation. Je vais d'abord parler des assises sur l'éducation
des recommandations qui étaient issues des assises sur l'éducation avant de parler de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, des conclusions et des recommandations qui étaient issues de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Que s'est-il passé? Quelles ont été les principales recommandations des assises sur l'éducation qui concernaient, je le répète, le préscolaire, l'élémentaire, le moins secondaire? Les principales conclusions des assises sur l'éducation, c'est d'en arriver à une scolarisation universelle à travers un cycle fondamental obligatoire de 10 ans pour tous les enfants de ce pays. Que chaque enfant de ce pays soit scolarisé et que cela soit obligatoire, cela a même été inscrit dans la loi après, que cela soit obligatoire, que chaque enfant soit scolarisé pendant 10 ans de l'élémentaire à la fin du cycle moyen. Donc, il faut en arriver à une scolarisation universelle à travers le cycle fondamental. L'autre recommandation forte des assises sur l'éducation, c'est qu'on avait constaté qu'on avait de fait une école qui n'était pas une école de la réussite, mais plutôt une école de l'échec. Les taux d'échec aux différents examens du certificat de fin d'études élémentaires, du brevet de fin d'études moyennes et même du baccalauréat, les taux d'échec étaient nettement plus importants que les taux de réussite. Donc, il fallait mettre en place un système qui permette justement de passer d'une école de l'échec à une école de la réussite. On verra avec le bilan qu'on n'a vraiment pas cette situation-là, parce que jusque-là, le taux de réussite le plus élevé que l'on ait eu au baccalauréat, c'est celui de 2020, qui était à 48%, mais on est rapidement redescendu à 33%. L'autre recommandation forte des assises sur l'éducation, c'est qu'il fallait revaloriser la fonction enseignante, qui est dépréciée et qui est dévalorisée. Qu'il fallait des investissements massifs pour que les conditions de travail soient acceptables à la fois pour les apprenants et pour les travailleurs. Qu'en est-il aujourd'hui? Il y a une loi sur le cycle fondamental qui rend la scolarisation obligatoire, qui fait de la scolarisation un droit pour chaque enfant de ce pays pendant au moins 10 ans. Le gouvernement, par manque de bonne volonté politique ou par manque de moyens financiers, en tout cas, le gouvernement ne se donne pas les moyens de respecter la loi sur le cycle fondamental. Parce que si on regarde les statistiques, pour chaque classe d'âge, en fait, merci. Pour chaque classe d'âge, la majorité des enfants n'est pas scolarisée. Et la minorité de chaque classe d'âge qui est en réalité scolarisée l'est dans des conditions catastrophiques, parce que c'est des conditions où les classes sont pléthoriques. À la fin du lycée, par exemple, nous avons des classes de 70 élèves, des classes de 80 élèves. Vous conviendrez avec moi que ce ne sont pas des conditions de travail acceptables, à la fois pour les apprenants et pour les travailleurs. La fonction enseignante, de fait, n'est pas revalorisée. De fait, les enseignants sont clochardisés parce que le traitement qui leur est accordé est un traitement qui ne leur permet pas de vivre dignement et de travailler dans des conditions acceptables. La preuve aujourd'hui, c'est que l'essentiel des collèges et des lycées du Sénégal est paralysé par des grèves, et ces grèves sont très largement suivies
par les enseignants. De fait, le gouvernement se désintéresse de ce secteur-là et le gouvernement laisse pourrir la situation. J'en veux pour preuve, il y a 2 semaines en Conseil des ministres, la préoccupation du président de la République, c'était moins la grève des enseignants, qui est quand même largement suivie dans tous les lycées et collèges du Sénégal, que la grève des transporteurs. Je ne dis pas que, voilà, que le secteur des transports n'est pas important, mais il n'a absolument pas fait mention de la grève des enseignants, ni manifesté une volonté d'apporter une solution aux problèmes qui se posent dans ce domaine-là. Bon, j'aurai à revenir dans le point 2, donc je vais parler très rapidement de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur de 2013, qui s'était tenue avant les assises sur l'éducation. Et malgré quelques réserves de notre syndicat, des réserves liées à la gouvernance des universités, à la politique qui a conduit à la création de l'Université virtuelle du Sénégal, notre syndicat était d'accord sur l'essentiel des conclusions, sur l'essentiel des recommandations de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Je rappelle juste quelques recommandations phares de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. C'est la réorientation de notre système d'enseignement supérieur de sorte à le professionnaliser. C'est la réorientation de notre système d'enseignement supérieur vers les STEM, mais de façon à ne pas reléguer les lettres, les humanités et les sciences sociales au second plan. J'ai bien apprécié la présentation du professeur Abdoul Khan, mais de façon à assainir les lettres, les humanités et les sciences sociales pour leur redonner leur vraie place. L'autre grande décision importante de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, c'est qu'une carte universitaire soigneusement étudiée avait été proposée et le président de la République s'était engagé à matérialiser et à donner forme à cette carte universitaire. C'est la construction de l'université Amadou Mahtar Mbow à Diamniadio, c'est la construction de l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, c'est la construction, c'est l'achèvement des chantiers à l'université Assane Seck de Ziguinchor au sud du pays, avec 2 centres délocalisés, l'un à Sédhiou et l'un à Kolda. C'est l'achèvement des chantiers de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avec 2 centres délocalisés, l'un à Géoul et l'autre à Matam. C'est l'achèvement des chantiers de l'université Alioune Diop de Bambey et c'est la construction d'un institut supérieur d'enseignement professionnel dans chaque région du Sénégal. Voilà les décisions phares qui avaient été prises. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, pour ce qui est de la réorientation du système de sorte à le professionnaliser, le constat est un constat d'échec. La massification se poursuit dans les universités et les travaux des infrastructures. Le calendrier, les infrastructures sont renvoyées tout simplement au calendrier grec. Nous avons vécu une année blanche en 2018 et 2019 à l'université Assane Seck de Ziguinchor et c'est à la fin de 2019 que la pandémie de la COVID-19 est survenue et elle est survenue dans un contexte où structurellement les universités ne marchaient pas. Donc la COVID-19 survient et devient un facteur aggravant d'une situation en soi déjà catastrophique. On avait fait des efforts surhumains à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour stabiliser le calendrier universitaire, mais avec la COVID-19, le calendrier a été chamboulé et nous sommes confrontés à un tel manque, à un tel déficit d'infrastructures et de personnel dans les universités du Sénégal que la solution alternative que l'on a trouvée dans cette université-là en 2020-2021, cela a été de dispenser les enseignements de façon graduelle. N'ayant pas assez de personnel, n'ayant pas assez de locaux, nous avons d'abord pris dans un premier moment les étudiants de la licence 1 qui ont fait leur premier semestre. Au même moment, les autres étudiants attendaient.
À la fin du premier semestre des étudiants de licence 1, les autres niveaux ont pris le relais. Je disais tantôt que l'une des recommandations fortes de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, c'était de professionnaliser. Nous avons eu 68 000 bacheliers en 2021. 68 000 bacheliers en 2021. Il faut rappeler que de l'indépendance à nos jours, de 1960 à nos jours, on n'a pas de façon cumulative 1 million de bacheliers. Pour une population qui est aujourd'hui de 17 millions d'habitants, cela ne nous semble pas être la bonne voie à suivre. Bref, sur les 68 000 bacheliers de l'année 2021, il n'y a que 1080 bacheliers qui ont été orientés dans les instituts supérieurs d'enseignement professionnel à Bignona, à Diamniadio, à Thiès, à Richard Toll, etc. Donc, il y a un échec patent de ce point de vue parce que l'essentiel des bacheliers, il était question de réorienter et de professionnaliser. L'essentiel des bacheliers se retrouve justement dans les facultés, les UFR et les formations longues. Pour le sud-est enseignement supérieur, cela traduit un manque de volonté politique de la part des décideurs, de la part des autorités. Et nous sommes bien fondés à le dire parce que au moment où le gouvernement ne consent pas à des investissements nécessaires dans des secteurs publics comme l'école et l'université, au même moment, le gouvernement a mis plus de 1000 milliards dans le terre. Le gouvernement a mis 80 milliards dans le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Le gouvernement a mis 50 milliards dans l'Arena Stadium de Diamniadio. Le gouvernement a mis 150 milliards dans le Stade national. Le gouvernement a mis 30 milliards dans l'arène de lutte. Le gouvernement a mis 4 milliards dans la rénovation du building administratif. Pour l'école et les universités, rien de substantiel n'a été fait, sauf un cadeau de 31 milliards à Adama Bictogo, qui est l'entrepreneur qui avait remporté le marché relatif aux chantiers de l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Le déficit d'enseignants est réel parce qu'on est à un ratio national d'un enseignant pour 97 apprenants. Je parle de l'enseignement supérieur. Et dans une faculté comme la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop, nous en sommes à un enseignant pour 167 apprenants. Vous conviendrez avec notre syndicat que ce ne sont pas des conditions de travail acceptables à la fois pour les apprenants et pour les enseignants. Maintenant se pose rapidement, et je termine, la question de savoir que faire. Ce qu'il y a à faire, c'est de porter le plaidoyer, de sorte que ce qu'on martèle tout le temps soit partagé par le plus grand nombre, par un large public. Et la deuxième chose à faire, c'est de lutter parce que manifestement, les autorités, sauf contrainte, ne consentiront pas par elles-mêmes à investir dans ces secteurs publics-là, parce que ces secteurs publics ne sont pas rentables. Et ce qui est mis en avant, c'est le profit et la rentabilité immédiate. Je vous remercie. Merci beaucoup. On voit encore l'importance des besoins en investissement et en revalorisation des métiers enseignants. Juste pour faire un peu un parallèle avec la France, à l'heure actuelle aussi, les enseignants, enfin en 30 ou 40 ans, ont perdu énormément de ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Les salaires sont vraiment bas et le milieu est régulièrement en grève, surtout sur la période là avec la gestion en première ligne de la crise sanitaire. Et je voulais juste dire, je profite avant de passer la parole sur une autre, parce qu'on peut mettre tous les investissements qu'on veut, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on enseigne au bout d'un moment. Et donc, je vous alerter sur ce qui est en train de se passer en France. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi, sur les attaques de plus en plus fortes sur le milieu universitaire et sur
et sur les chercheurs, où il y a eu un colloque récemment avec une introduction par le ministre, voilà, qui a donc attaqué un grand nombre d'universitaires et donc tous ceux qui seraient responsables de la pensée woke. Et donc ils attaquent notamment dans les précurseurs de la pensée woke, ce serait donc Marx, Weber, Freud, Deleuze, Derrida, Foucault, Bourdieu, etc. Donc, il y a un moment aussi où il y a la question aussi du développement des pensées critiques, qui est fondamentale et qui permet de penser tous les rapports de domination et qui sont à la base des luttes pour l'égalité. Et donc, il y a une défense à faire. Je ne sais pas comment on peut aider vraiment le milieu universitaire en France, mais les attaques sont fortes. Et donc, après, est-ce qu'on peut avoir beaucoup de moyens, mais à un moment donné, enseigner d'autres types de disciplines et de types de pensées et pas pouvoir forcément gérer les enjeux sous l'angle, nous, on aimerait bien les mettre, c'est-à-dire dans un sens progressiste. Voilà, j'ai trop parlé, mais je voulais quand même le mentionner. 10 minutes. Pour 10 minutes, qui veut... Allez-y. Bien, moi, c'est M. Domelo, ancien ministre de Côte d'Ivoire et ancien directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement. Bien, comme je suis en face des docteurs, moi, j'aimerais savoir une chose, puisque lorsqu'on écoute tous les intervenants, surtout le premier panel, on s'est rendu compte que la crise du Covid n'a pas fait que de malheureux. Les plus riches ont doublé en quelques années leur fortune. Et donc, là où le monde entier s'attendait à une guerre des étoiles comme moyen de régulation du système capital, eh bien, on a retrouvé des virus qui étaient capables d'attaquer le monde entier et évidemment des ARN qui étaient capables de défendre le monde entier. Donc là, on trouve. Et si je me pose la question, puisque jusque-là, ce qu'on sait, c'est que le consensus au niveau des scientifiques, c'est que ce virus est d'origine animale. Évidemment, certains soutiennent que ce n'est pas possible vu les caractéristiques génétiques de ce virus. Ça ne peut qu'être artificiel. Donc le débat, il est relancé pour quelques-uns. Mais si on s'imagine un seul instant, puisque le système capitaliste ne se régule que par la guerre, et qu'aujourd'hui la guerre est impossible, surtout avec le développement des missiles et autres détenus par toutes les grandes puissances, et si c'était le nouveau moyen de régulation des systèmes capitalistes. Quel est l'avenir de l'humanité dans ces conditions et quel est le sort des pauvres qui seraient incapables de... Parce qu'aujourd'hui, les ARN, c'est gratuit, mais demain, compte tenu... Bon, gratuit, il y a quelqu'un qui paye, hein? Par l'endettement et par d'autres moyens, il y a quelqu'un qui paye toujours, parce que le système capitaliste est ainsi fait. Et si tout ceci n'était pas possible, quel est le sort de l'humanité avec cette nouvelle façon de réguler le système capitaliste? Cela nous interpelle tous. Quel appel lancer pour relancer le mouvement socialiste à travers le monde pour qu'on remplace ce monde-là qui devient de plus en plus meurtrier? Supposons même que le Covid soit naturel, mais ça donne des idées, puisque les plus riches deviennent les plus riches. Qu'est-ce qui les empêche d'utiliser comme un nouveau moyen de régulation future du système capitaliste? Donc, il faut qu'on y réfléchisse pour voir comment relancer à l'échelle mondiale, parce que là, ce n'est plus une question de socialisme dans un seul pays, ce n'est pas possible. Il faut une vision globale et il faut que le monde entier se mobilise pour un nouvel ordre mondial et une nouvelle économie. Je vous remercie. Merci. Moi, je voudrais juste faire un petit commentaire. D'abord, sur ce qu'on a eu au premier panel. Pour moi, j'en tire un enseignement, c'est que la COVID a permis de faire de la santé une question publique et une question de droit pour tout le monde. La COVID, ceux et celles qui ont été atteints par la COVID
ont eu droit à des soins sans bourse déliée. La COVID a montré que les ressources existent et que quand on y met la volonté, on peut procéder à une redistribution correcte. Donc ça, c'est vraiment un enseignement, le côté positif de la COVID que je voudrais qu'on prenne comme élément clé dans toutes les réflexions. On a su trouver les moyens, les ressources, et on a su dire, tu es malade, on te soigne, que tu le veuilles. Si nous retournons au système d'exclusion, c'est peut-être parce que nous n'avons pas suffisamment fait pression. Et que je pense qu'il faut qu'on continue. Autre élément que je voudrais saluer au passage la présentation pertinente du professeur Khan. J'ai un petit commentaire, j'ai bien suivi le professeur Oumar Dia. J'aime bien parce que moi, je me rends compte quand on parle du service public, mais c'est la fonction publique, c'est les fonctionnaires. C'est les fonctionnaires, que ce soit le système public en tout cas dont on parle au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Et ce que moi j'ai vu constamment, c'est le mouvement de grève. Constant. Constant où c'est la population qui est mise à genoux. Constant où après ces grèves-là, les gens utilisent le droit de grève et quand ils doivent aller jusqu'au bout, mais réclament que même les journées de grève leur soient payées. Ça, je trouve qu'il faut que les gens soient conséquents à ce niveau-là. Moi, en tout cas, c'est un commentaire que j'ai par rapport à ça et que gérer, de mon point de vue, c'est gérer avec toute la complexité, ne pas limiter la lecture de la situation à notre unique et exclusive situation, mais c'est d'avoir un regard global sur toutes les responsabilités qui nous incombent. Et c'est pour ça que je pense que certains investissements ont leur pertinence. Il ne faut pas tirer tout de notre côté au point de perdre de vue la pertinence de certains investissements. Je vous remercie. Merci, madame. Je félicite les présentateurs. C'est Mamadou Diop de Croix. Je suis député à l'Assemblée nationale opposition. Moi, je voudrais poser la question des politiques néolibérales dans nos pays en rapport avec la problématique de la prévention dans la santé publique. J'estime que c'est une question vitale. Mais ici, dans notre pays, en tout cas, les pouvoirs publics n'accordent pas l'importance, à mon avis, que la prévention mérite dans un pays où le système de santé a toutes les limites qui ont été évoquées tout à l'heure. J'insiste particulièrement sur cette question. Je trouve que c'est même un problème épistémologique. À la limite, c'est comme si, lorsqu'on parle de la santé, on considère que la prévention n'est pas partie prenante de la santé. Or, dans des pays comme les nôtres, où l'analphabétisme est encore très prégnant, considérer la santé comme une dimension dont la prévention doit être extirpée me pose un sérieux problème. Mesdames et messieurs les médecins qui sont là pourraient peut-être, pour une fois, éclairer ma lanterne parce que je continue de penser que parler de santé sans parler de prévention, c'est encore une fois ne pas suffisamment parler de la santé. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Seynabou, je viens de Thiès. Thiès qui est justement un plateau qui abrite des carrières qui exploitent le sable, le grès, le moellon, mais avec aussi et surtout les phosphates de Thiès. Donc l'exploitation de ces phosphates génère bien évidemment des profits aux exploitants, mais cause des effets néfastes sur les populations. Par exemple, sur l'environnement, les phosphates qui sont épandus sur le tapis herbacé, qui servent souvent de parcours du bétail, causent vraiment
déciment le bétail. En quelque sorte, je veux parler des animaux domestiques. Sur le plan de la santé, docteur, si on n'est pas en bonne santé, on peut aller à l'école. Alors, je vais prendre le cas des enfants qui vivent dans le département de Mboro, excusez-moi, dans la commune de Mboro, département de Tivaouane, plus précisément les villages de Gad, Ngomen et Litir. Donc, ces phosphates ou bien ces carrières posent beaucoup de problèmes de santé chez les enfants. C'est pourquoi je voudrais porter ce plaidoyer pour ces enfants de Ndomo, Ngomen, Gad, Litir. Le monde entier parle aujourd'hui de récupération post-Covid. Même en Europe, on parle de Green Deal, qui est le pacte vert de l'Union européenne pour le développement, pour l'agriculture. Mais ici au Sénégal, je pense qu'il faut qu'on règle certains préalables. Il faut que les services règlent certains préalables, comme ce que je viens de citer, pour avancer. Je vous remercie. Je salue enfin la pertinence de ce colloque, centré donc sur les problèmes de l'Afrique et de l'Europe. Je dois simplement souligner ce que tout le monde justement a déploré, que même au niveau des riches aujourd'hui, que ce soit Mark Zuckerberg comme Bill Gates, ils ont eux-mêmes trouvé que leur richesse est scandaleuse et illégitime. Je pense donc que poser le problème de la répartition, quand quelqu'un amène du capital et que l'autre amène du travail, comment il faut répartir justement la richesse? Moi, je pense que c'est une question morale, légitime et scientifique qu'il faut reposer. L'autre aspect, c'est que l'Afrique aussi a un problème de la pensée. La pensée africaine n'est pas efficace et je suis sûr que quand on sort justement d'ici, on n'aura aucune solution. Pourquoi? Parce que nous n'avons trouvé aucune solution. Nous bavardons, comme le disait Amadou Alidjan, nous imitons comme des singes et nous répétons comme des perroquets. Moi, je pense, au niveau de la santé, moi, j'ai pensé à un revenu de base qui est associé à une assurance maladie obligatoire et le financement de ce revenu de base est tellement simple que ça ne touche même pas le budget. Et quand justement on prend ce revenu de base, qu'on le distribue aux populations, qu'on leur impose et qu'on leur dit à partir de ce revenu de base, il faut financer la santé, on peut financer effectivement cette santé-là et on peut le financer sans grever le budget. L'autre aspect de la santé, c'est l'invasion chimique, toxique, médicamenteuse de la thérapie médicale. Est-ce que cette invasion médicamenteuse n'a pas justement des effets, des impacts sur notre santé? Et pourquoi aujourd'hui il y a une alternative au niveau physique? Il faut penser à soigner avec des champs magnétiques et des champs électriques, ce que nous sommes en train aussi d'envisager au niveau de Bambey en créant un master de physique médicale. Merci. Pour le député Mamadou Diop de Croix, effectivement, on peut dire que la prévention est le parent pauvre des différentes politiques sanitaires parce que nos systèmes de santé ont été aussi conçus sur le modèle hospitalo-centré. Mais en même temps, on peut distinguer deux choses. Il faut dire que dans les années 80, les années 90 et un peu plus tard, en matière de prévention, il y a eu des efforts très importants qui ont été faits, notamment par le programme élargi de vaccination. Et ce programme élargi de vaccination a été d'un impact extrêmement important dans la baisse de la mortalité infanto-juvénile. Par contre, le parent pauvre, c'est vrai que c'est celui de l'éducation à la santé, qui a vu ses moyens diminuer de manière drastique. Pendant la pandémie, au début de la pandémie de la COVID-19, il y a eu certes des messages qui ont été radiodiffusés, c'est ça, c'est un effort qui a été fait, mais il serait temps quand même que le gouvernement, l'État, finance des associations, finance des programmes qui permettent de l'éducation à la santé pour des maladies telles que le diabète, pour les maladies cardiovasculaires, etc. Mais aussi pour permettre au sein des communautés, et je sais que c'est un sujet qui est très important pour le docteur Lee, pour qu'il s'approprie les messages et les mettre à la disposition des populations.
après, pour 2 mots avec Madame Senabou de Thiès, il faut savoir aussi que les questions de santé publique, ce sont des constructions politiques. Hein. Il faut se mobiliser, il faut créer des collectifs, et c'est à partir de ça que l'on fait des pressions, qu'on va sur les médias et qu'on mobilise les gens autour de ces questions. Et c'est comme ça qu'on les porte et que ça arrive au niveau des autorités centrales qui prennent en retour des mesures contre cela. Le cas le plus symptomatique en cela, c'est par exemple la question du saturnisme dans les banlieues parisiennes, où des bâtiments vétustes étaient tels que, bon, puisqu'on utilisait le plomb dans la peinture dans le passé, et ça avait des conséquences sur le développement, sur la santé des enfants. Il y a eu des mobilisations très importantes et petit à petit, avec les collectifs, et cela aboutit à des changements et aussi à des investissements importants dans la rénovation des logements. Merci. Docteur Khan. Merci beaucoup. Hein. Je voulais juste, suite à cette préoccupation de M. le député Mamoudou Diop, parler très rapidement de l'enjeu prévention, mais également de la complexité prévention. Il y a plusieurs volets dans la prévention. On va par exemple parler de la vaccination. On peut l'évacuer très vite. Je pense que nous ne faisons pas si mal que ça, je crois, dans nos pays. Mais les autres volets sont tellement complexes et justement nous ramènent encore à la dimension politique de nos politiques de santé, si je puis dire. C'est quoi? C'est d'abord l'accès à l'hygiène, la question de l'urbanisation. Pourquoi donc, dans les années 70, nous avons eu cette flambée d'épidémie de choléra au Sénégal? Choc pétrolier, exode rural, grande banlieue complètement désincarnée. Et ça nous poursuit encore aujourd'hui. Et je rappelle que dans nos villes africaines, des maladies qui avaient disparu depuis longtemps vont réapparaître pour une raison toute simple, c'est que les inondations, les problèmes d'assainissement, etc. Et ceux qui connaissent Dakar savent très bien, cette affaire-là n'est pas prête de se régler. Donc c'est la question de la prévention de ces maladies infectieuses. On n'est pas en train de la prendre en compte parce que là aussi on n'est pas dans le biomédical, on est dans le politique. Quel autre élément est important? C'est donc les infections. Nous avons vu réchauffement climatique, promiscuité, zoonose, destruction des écosystèmes, Covid, Ebola, etc. sont le fruit de la destruction des écosystèmes. Vous avez vu que ça, c'est des enjeux qui nous dépassent, en fait. Et on n'y est pas encore. Autre élément, c'est l'activité physique, le sport. Mais dites-moi, combien de Dakarois aujourd'hui peuvent faire du sport? Où vont-ils faire le sport? Dans des villes où on a découpé jusqu'au dernier centimètre carré pour. Ou alors vous pourrez le faire en vous glissant entre 2 cars rapides avec 2 risques majeurs. 1, de vous faire écraser, et 2, et ce que je dis n'est pas une boutade. Savez-vous que de vouloir slalomer à faire votre sport entre 2 cars rapides avec 2 pots d'échappement de vieilles guimbardes, c'est faire du sport en fumant 5 cigarettes. Donc il y a le bénéfice du sport, mais il y a le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire. La question de l'alimentation, je vais très vite. La question de l'alimentation, mais nom de Dieu, quelle politique de l'alimentation voyez-vous en Afrique? Je rappelle que nous sommes le continent qui a 5 fois moins de législation comparé au reste du monde. Alors ouvrez nos radios et nos télés, vous comprenez ce que je dirais. C'est la viande grasse, c'est les choses sucrées, etc. C'est ça qui promeut la santé, dit-on. En fait, il n'y a aucune politique de santé. Je rappelle également, et c'est pour rappeler où on va aller, les pauvres des grandes villes africaines, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, sont ceux qui consomment le moins de fruits et de légumes, ceux qui ont le moins d'alimentation saine. Ils mangent comme ils peuvent. Et évidemment, ces gens-là, dans 10, 15, 20 ans, vont faire l'explosion des maladies cancéreuses. Et puis, on a parlé des carrières, j'insiste pas, je crois qu'on sent tous ce que ça veut dire, ce que ça représente sur notre santé. Et puis, 2 autres points. C'est la question de la pollution. Répondre à une question qui est parue sur Zoom. On sait tous maintenant ce que ça représente, la pollution. Et j'ai rappelé que c'est une explosion des maladies respiratoires et de l'asthme. Des gens qui n'auraient jamais dit asthmatique le sont. Et j'ai rappelé également que la pollution, la seule pollution, est comptable de 20 à 30% de la mortalité des maladies du cœur et des cancers. Et nous en sommes là. Et puis enfin, je finis. Autre déterminant majeur, c'est l'éducation. Et vous voyez ce qu'on a fait de notre système éducatif. Est-ce qu'aujourd'hui, un produit de notre école sénégalaise africaine, de notre université, saisit réellement les messages? On lui a enseigné ça où? Que je sache nulle part. C'est juste pour dire, monsieur le député, que la question de la prévention est une question évidemment centrale.
mais une question tellement politique finalement et idéologique que, ben oui, évidemment, je pense que si on ne peut pas être pauvre dans notre gouvernance et être bon dans la prévention qui est beaucoup plus systémique que ça. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par la remarque de Lise. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on enseigne dans nos universités, la question des libertés académiques, etc. Dans ma présentation, j'ai parlé de la recommandation forte de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, réorienter notre système, le professionnaliser. En fait, cela ne veut pas dire que c'est au détriment des libertés académiques qui sont au fondement de l'université, parce que sans libertés académiques, il n'y a pas d'université. L'université n'existe pas tout simplement. C'est juste, il y a un constat qui avait été fait. Fondé sur le fait qu'il y avait une crise structurelle de l'enseignement supérieur au Sénégal et au diagnostic, voilà, on se rend compte là, par exemple, il n'y a presque pas d'électriciens formés, il n'y a presque pas de maçons formés, il n'y a presque pas de menuisiers formés, il n'y a presque pas de mécaniciens formés, etc. Donc, en professionnalisant, on crée en réalité des emplois et on règle des besoins. Nous avons tous besoin d'un électricien compétent. S'il y a un problème dans cette salle-là, imaginez qu'on n'ait pas d'électricien compétent. Le problème est grave. Mais cela ne se fait pas au détriment des libertés académiques qui sont au fondement de l'université et de la nécessaire préservation de la recherche libre et désintéressée. Notre syndicat a des collaborations avec 2 syndicats français, CESUD Recherche et le SNESUP, et nous avons vu à quel point il y a un recul des libertés académiques en France. Et à l'examen, c'est même plus critique que chez nous, en fait. C'est plus critique que chez nous. Et c'est la modification de cette loi-là où au Sénat, on dit désormais il faut que les libertés académiques soient conformes aux valeurs de la République. Qu'est-ce que les valeurs de la République? C'est ça qui a conduit au colloque dont tu parlais. Mais je fais confiance aux syndicats qui luttent ailleurs comme ici. Ici, nous nous sommes opposés à la mise en place des conseils d'administration qui vont remettre en cause l'autonomie des universités. Et ensuite, quand il a fallu mettre en place le Fonds national de la recherche et de l'innovation et que le gouvernement a estimé qu'il faut donner la priorité à la recherche appliquée sur la recherche fondamentale, on s'y est opposé en fait, parce qu'il n'y a pas de priorité accordée à l'une et à l'autre, les deux vont ensemble. En réalité, c'est la recherche fondamentale qui nourrit la recherche appliquée. Il y a 10 ans, par exemple, il n'y avait pas la COVID. Par exemple, si un virologue de la faculté de médecine du professeur Abdul Khan s'intéressait par exemple au coronavirus il y a 10 ans, imaginez si on avait mis en avant l'idée qu'il faut accorder la priorité à ce qui est immédiatement une préoccupation, on aurait pris du retard. En fait, on a une longueur d'avance quand on respecte la recherche fondamentale, parce que la recherche fondamentale, ses résultats, en fait, dans 100 ans, on peut trouver des applications aux résultats de la recherche fondamentale. Et pour nous, c'est cela l'université, c'est cela la recherche. Donc, je tenais vraiment à clarifier cela. La deuxième interpellation, c'est la priorité ou c'est la pertinence de certains investissements. Je tiens juste à préciser que nous ne disons pas que, par exemple, ton train express régional n'est pas important. Il le faut. Mais quelle est la priorité dans un contexte où, justement, je le rappelais, de l'indépendance à nos jours, on n'a pas 1 million de bacheliers. Je peux fournir les statistiques. De 1960 à aujourd'hui, le Sénégal n'a pas cumulé 1 million de diplômés du baccalauréat. On est 17 millions de personnes aujourd'hui, avec une population qui a 70 à moins de 35 ans. Donc, quelle est en réalité la priorité? Un centre de conférence international Abdou Diouf Diamniadio, c'est bien beau, le centre est pratique, il est confortable, et il avait été construit pour accueillir le sommet de la francophonie de 2014. On en avait parlé en 2016 dans cette salle-là.
François Hollande venait au Sénégal, il y avait le sommet de la francophonie. Il fallait un centre confortable pour le sommet de la francophonie. Entre ce centre-là et une université qui, à côté, accueillerait, par exemple, 30 000 jeunes Africains et jeunes Sénégalais, quelle est la priorité? C'est juste ça. Est-ce qu'on a établi, on est quand même en démocratie, est-ce qu'on a établi ce qui est prioritaire? Sinon, c'est juste une personne qui a décidé que le centre est prioritaire, que le terre est prioritaire. Mais est-ce qu'on a sérieusement diagnostiqué quelle est la priorité des populations, quelle est la priorité des citoyens? C'est juste cela mon interpellation. Et en tant que syndicaliste, en tant qu'enseignant, nous pensons qu'en priorité, il faut investir sur les intelligences. En priorité sur les intelligences et le reste après. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup à vous trois pour vos analyses fines et aiguisées.